Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire au sujet du burn-out en entreprise. On va attendre quelques petites minutes que tous les participants se connectent et on va démarrer. Donc, avant de démarrer, juste pour rappel, je vous invite à regarder à la droite de votre écran pour ceux qui sont déjà connectés. Vous avez un chat où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire, de l'entretien, de les poser et notre expert prendra le temps d'y répondre à la fin de cette interview. Donc, on va se lancer. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour cette interview avec Bruno Humbeck au sujet du burn-out en entreprise. Tout d'abord, je me présente. Je suis Fiona Ricci, responsable client chez Good Habits. Mon rôle est d'accompagner nos partenaires dans la mise en place d'une stratégie d'apprentissage adaptée. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Bruno Humbeck. Bonjour Bruno. Bonjour. Voilà, donc Bruno est psychopédagogue et directeur de recherche à l'Université de Mons en Belgique depuis 39 ans. Il est également docteur en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen et spécialiste de sujets complexes tels que la résilience, le harcèlement, le surménage au travail et bien sûr le burn-out. Il est auteur de 33 ouvrages et aujourd'hui, nous sommes très fiers de pouvoir collaborer avec lui. Il intervient en effet dans plusieurs de nos formations Good Habits, comme la résilience, gérer ses émotions et prévenir le burn-out. Mais tout d'abord, avant de démarrer, on va essayer de comprendre davantage le phénomène du burn-out, qui signifie littéralement se consumer. On va commencer par une petite vidéo explicative et introductive. Tout d'abord, que se passe-t-il dans notre corps lors d'un burn-out? Quand vous devez passer un examen important ou faire une présentation devant un large public, le mécanisme de stress du corps commence à produire des hormones. Ces hormones de stress augmentent le rythme cardiaque pour libérer un supplément d'oxygène, de sorte que les muscles et le cerveau peuvent travailler plus dur pour stimuler vos performances. Après un de ces moments intenses, votre corps a besoin de temps pour se recharger. Si vous ne vous détendez pas, votre mécanisme de stress va s'emballer et pousser votre corps à ses limites. Votre cœur se met à battre fort, vos muscles s'endolorissent et vous commencez à vous sentir plus mal mentalement. C'est ce qu'on appelle le stress chronique. Si ces symptômes persistent, votre corps s'épuise au point de ne plus pouvoir continuer. Vous brûlez littéralement de l'intérieur, vous faites un burn-out. Voilà, donc en effet, on comprend mieux le mécanisme du burn-out, de ce corps qui puise dans son énergie. Je me tourne maintenant vers Bruno. Pourriez-vous nous donner votre définition du burn-out? Alors, ici, on a eu l'exemple typique d'une définition du stress. Le stress, c'est pas le burn-out, parce que si je diminue complètement le stress, voire si je le supprime, je vais créer chez vous un bore-out qui aura à peu près les mêmes effets que le burn-out. Donc, il faut être très attentif à bien faire la part des choses entre le stress et votre petit film le montre très, très bien. Ce qui se passe dans un organisme humain, et un être humain, c'est quand même un animal tout à fait étrange. C'est un animal qui est programmé en même temps pour fuir et pour attaquer. Les animaux ont un stress positif parce qu'ils n'ont qu'une réponse possible. Si vous êtes une gazelle, votre seule réponse, ce sera la fuite, parce que vous aurez de la noradrénaline qui va se générer chez vous et vous allez fuir. Si vous êtes un lion, en cas de stress, vous allez attaquer. Et donc, vous aurez uniquement de l'adrénaline. Si vous êtes un lapin, ça va être un peu plus compliqué parce que vous aurez deux réponses possibles, celle de ne pas bouger du tout, l'inertie complète, d'être tétanisé, et celle de fuir. Et donc, vous devrez déjà choisir entre les deux, ce qui fait qu'un lapin est un peu plus sensible au stress, et l'être humain, lui, il fait la totale. Il a toutes les réponses possibles, donc il a de l'adrénaline, de la noradrénaline. Vous avez très bien expliqué, on doit par exemple faire un exposé, on a le choix entre se lancer, fuir ou être tétanisé. Et notre organisme a les trois réponses à sa disposition. Ce qui va créer le stress, c'est le fait de rester durablement dans l'indécision.
je n'attaque pas vraiment, je ne fouille pas vraiment et je ne reste pas réellement tétanisé suffisamment comme une posture que j'accepte finalement en disant je ne ferai pas cette interview, cette présentation, parce que j'ai ce qu'on appelle le trac, alors, un trac négatif qui m'empêche de le faire. Et donc le stress, c'est peut-être quelque chose qui pourrait créer le burn-out, mais le burn-out, c'est un petit peu plus compliqué. C'est tout à fait le souci qu'on a quand on met une image, vous l'avez très bien exprimé, se consumer. Ça peut être se consumer parce qu'on brûle parfois dans la lenteur, et on ne se rend pas compte que ça arrive, mais jour après jour, on finit par avoir cette impression qu'il y a quelque chose qui en nous brûle. On peut aussi brûler de manière fulgurante, très rapide, comme un feu de broussailles qui devient un feu de forêt très rapidement, parce que vous vivez un certain nombre d'événements qui sont vécus professionnellement comme des traumatismes, ou en tout cas qui sont vécus comme des traumatismes professionnels. Il faut vraiment faire la part des choses parce que une image, ça donne l'impression qu'on comprend tout. Et qu'on sait, je fais un burn-out, j'entends ça très souvent. Généralement, c'est le burn-out qui me fabrique d'ailleurs. C'est lui qui se fabrique en moi et qui fait de moi quelqu'un qui va devoir à ce moment-là diagnostiquer clairement d'où ça peut venir. Et le gros problème, c'est que généralement, on parle de burn-out global alors qu'on a des burn-out partiels, des burn-out identitaires, des burn-out émotionnels ou des burn-out motivationnels. Les trois piliers qui fondent actuellement le fonctionnement d'un être humain, c'est la façon dont il constitue son identité, la façon dont il demeure motivé et la façon dont il vit affectivement les choses, c'est-à-dire dont il vit ses émotions. Si on arrive déjà à le décomposer, on va voir que le diagnostic devient plus facile et surtout la prise en charge devient plus opérante parce qu'on va aller chercher là où effectivement on s'est mis en difficulté. Si vous avez un burn-out identitaire, si vous êtes en déficit de considération, si vous vivez une forme d'épuisement qui est liée par exemple aux marques de reconnaissance que vous ne reconnaissez pas, que vous ne recevez pas dans votre entreprise, on ne va pas réagir de la même façon que si vous avez un burn-out motivationnel. Votre capacité de vous mobiliser n'est plus réalisable parce que vous ne percevez plus le sens de votre action, par exemple, et donc les motivations n'arrivent plus à se mettre en mouvement, ou si vous avez un burn-out émotionnel parce que vous vivez une forme d'usure de compassion, parce que vos émotions sont soumises à rude épreuve au sein de l'entreprise. Vous n'aurez pas les mêmes symptômes dans ces trois types de burn-out et on n'aura pas non plus les mêmes pistes de solutions. C'est ce qu'on doit, lorsqu'on soutient quelqu'un qui est en burn-out, c'est ce qu'on doit faire en priorité. C'est-à-dire ne pas se contenter du diagnostic global, je fais un burn-out ou comme vous l'avez très bien exprimé dans votre introduction, je suis stressé. Le stress est lié à une configuration ancienne du burn-out qu'on appelait le surmenage. Le surmenage, c'est aussi une image. C'était lié au fait que votre monture, vous la surchargez et qu'elle finit par être épuisée physiquement et qu'elle n'arrive pas à aller au bout de la tâche. C'est ça ce qu'on appelle le surmenage. C'est quand vous avez objectivement ou subjectivement un excès d'activité. Et en même temps que le surmenage, au 19e siècle, on a vu apparaître une autre catégorie de troubles qui était la neurasthénie. Le neurasthénie, c'est le spleen, le fait de ne pas être capable de vous engager, de vous mettre à l'action avec une forme de dégoût de l'action, une espèce de tendance permanente à l'inertie. Surmenage et neurasthénie, c'était les deux catégories que maintenant on a fondues en une seule, le burn-out, et en fondant les choses en une seule, parfois on a tout mélangé, ce qui explique que les gens parfois ont du mal aussi à s'y retrouver lorsqu'on parle de burn-out. D'accord, donc merci Bruno. En effet, c'est vraiment très important de bien faire la distinction entre le burn-out et le stress, de bien identifier les deux pour ne pas les mélanger, parce qu'effectivement, comme le dit Bruno, on ne va pas avoir les mêmes solutions, les mêmes réponses par rapport à ces deux phénomènes. Donc, juste avant de continuer l'entretien, on voulait évoquer avec vous plusieurs chiffres pour illustrer. Effectivement, nous avons mené une étude auprès de plus de 20 000 employés dans le monde sur le sujet du bien-être et de la santé mentale en entreprise. En France et en Belgique, 63% des employés auraient ressenti des symptômes de burn-out et de stress, et jusqu'à 14% auraient ressenti des symptômes graves. Même si le sujet reste tabou, il se trouve qu'il est quand même assez généralisé chez les salariés. Et ce qui nous a étonnés durant notre étude, c'est que même si les employés disent se sentir à l'aise pour parler de leur santé mentale avec leur manager, ils ne passeraient pas à l'action. En effet, sur l'ensemble des personnes ayant expérimenté ces symptômes de burn-out, seulement 46% d'entre eux
en auraient parlé à leur manager, les auraient tenus informés. Donc, il existe donc une certaine forme de réticence à informer sa direction de sa santé mentale ou de son mal-être dans son entreprise. Pourtant, un salarié en bonne santé mentale est bien plus efficace et plus épanoui au travail. Et donc, une entreprise devrait se pencher sur la question de comment créer un environnement sain où les salariés sont en bonne santé mentale et comment les accompagner pour aller mieux. Donc, Bruno, vous qui avez longtemps observé ce phénomène avec vos patients, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de facteurs qui favorisent le burn-out? Alors, le burn-out est justement ces différentes formes de burn-out. Tant qu'on voulait simplement rester dans le modèle médical, celui que vous avez suivi d'ailleurs de manière tout à fait opportune pour votre enquête. Vous me parlez de symptômes. Donc, on attend des symptômes physiques, on attend que quelque chose se passe. Or, eh bien, c'est un je vais dire un tueur silencieux, ça avance à très bas bruit. Les personnes ne voient pas arriver généralement le burn-out, sauf lorsque vous vivez des événements traumatiques, mais dans règle générale, on ne le voit pas arriver. Mais on a des indices. Je préfère parler d'indices que de symptômes. Des indices lorsqu'on s'interroge suffisamment soi-même par rapport à ce que l'on est en train de vivre. De nouveau sur le plan identitaire. Qu'est-ce que je vis sur le plan de ce que je sais de moi, sur le plan de l'estime que j'ai de moi-même, que je veux mettre en jeu, évidemment, dans mon monde professionnel. Qu'est-ce que je vis sur le plan émotionnel, quand je vis des émotions permanentes qui sont tellement fortes qu'elles finissent par m'amener à me poser de mauvaises questions par rapport à moi-même et qui m'amènent aussi à vivre à un moment donné à l'intérieur de mon espace professionnel en étant affecté par des sentiments qui conditionnent toute ma vision du monde. Si vous avez peur régulièrement parce que vous avez par exemple un chef de service qui utilise sa stratégie pour se faire obéir, que vous ayez peur n'est pas nécessairement le souci. Le problème, c'est que cette peur, elle va créer chez vous ce qu'on appelle des états d'âme, c'est-à-dire que votre cortex va se mettre en mouvement. Et pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi? Est-ce que je serais trop ceci? Est-ce que je ne serais pas assez cela? Hop, c'est parti. On est dans des états d'âme qui amènent à se poser des mauvaises questions. Et lorsque ces états d'âme se prolongent dans le temps, on finit parfois par créer un sentiment, c'est-à-dire une vision du monde qui me rend ce monde absolument invivable. Je vais travailler et je suis terrorisé, non pas par ce que je vis, effectivement, mais parce que à travers ce que je risque de vivre en fonction de la façon dont je me représente le monde dans lequel je vis. Et donc là, on va être par exemple beaucoup plus dans un burn-out qu'on appellera émotionnel. C'est le système affectif qui va être mis en difficulté. Et le burn-out motivationnel, c'est quand je me dis, mais mes motivations, et je préfère parler, moi, pour ma part, de mobilisation, c'est-à-dire ma capacité de me mettre en mouvement en fonction de ce qui m'intéresse, moi, eh bien, elle est mise à rude épreuve. La motivation, elle est toujours créée artificiellement, sauf si vous êtes un bénévole. Mais si vous êtes professionnellement engagé, votre motivation, elle va être toujours, finalement, réalisée par celui qui vous paye et qui vous donne un statut pour faire les choses. C'est pour ça que lorsque j'appelle un chien avec un sucre, la personne motivée, c'est pas le chien, c'est moi qui veux faire avancer le chien. Et donc, on parle peu de la motivation de la personne qui travaille et qui est employée, mais de sa mobilisation. Qu'est-ce que je continue à trouver intéressant dans la fonction qu'on me demande de remplir, dans le rôle qu'on me demande d'accomplir et dans le statut qu'on me donne pour faire l'un et l'autre. Et là, sur ce plan-là, ce qui a rendu les choses très compliquées dans nos sociétés, c'est que les tâches sont de plus en plus morcelées. Il y a une parabole qui le montre très très bien comment ça fonctionne. C'est la parabole de Peggy qui parle de la personne qui casse des cailloux. Peggy est en train de se promener et il voit une première personne qui casse des cailloux et qui est complètement laminé, qui a le dos courbé, qui travaille péniblement. Et il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi je casse des cailloux, c'est épouvantable de casser des cailloux. Un peu plus loin, il voit une personne qui casse des cailloux, mais qui a l'air un peu plus gaillard. Il est un petit peu plus droit sur ses assises. Il demande qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, j'ai trouvé que ça pour gagner ma vie, mais ça me permet de subvenir aux besoins de ma famille, donc je casse des cailloux. Puis il va un peu plus loin, et une troisième personne casse des cailloux avec un bonheur absolu, tout à fait droit, sans le moindre signe de pénibilité. Il lui demande qu'est-ce que vous faites? Il dit, moi, monsieur, je bâtis des cathédrales. Et c'est ça, le principe d'avoir le sens d'une réalisation totale à laquelle je participe. Dans le style managérial, il faut absolument, plus les tâches sont morcelées,
plus vous donnez le sentiment que vous participez à quelque chose qui correspond d'ailleurs à vos valeurs. Hein. On le sait dans le burn-out identitaire et motivationnel, ce qui est parfois très douloureux, c'est la perte de sens. La perte de sens, parce que je vois plus le sens de ce que je fais, c'est intégré dans plein de choses, c'est une tâche dont je ne vois pas l'intérêt, et la perte de sens individuelle quand ce que je fais ne contredit les valeurs que je défends. Ça, on le voit de plus en plus se manifester, parce que là, c'est un conflit de sens, mais qui rejaillit sur l'identité. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir ces trois éléments qui vont permettre de ranger. Camus le disait beaucoup mieux que moi, mal nommer les choses, c'est ajouter à la violence du monde. Quand je ne parviens pas à identifier avec la personne que j'ai en face de moi le type de burn-out qu'il vit, ou quand la personne a été très loin dans les différents types de burn-out, que ça devient ce qu'on appelle un burn-out global, parce qu'il faut parfois parler de burn-out global, eh bien, on risque à un moment donné, dans la confusion, d'avancer dans la mauvaise direction et de donner, par exemple, l'impression à la personne qu'elle souffrerait d'une forme professionnelle de dépression. C'est un peu différent. Le burn-out, c'est quelque chose qui se réalise d'un point de vue cognitif. C'est quelque chose qui est relié d'ailleurs au développement de ce qu'on appelle la psychologie cognitive. Quand j'arrive à comprendre, quand j'ai une lucidité suffisante par rapport à ce que je vis, je suis en mesure de le maîtriser. C'est tout à fait différent d'une dépression qui va finalement embrigader des tas d'éléments physiologiques qui fait que vous n'avez pas de compréhension parce qu'il n'y a pas nécessairement une clé en termes de compréhension. Si vous faites une dépression, tout va bien dans ma vie, je n'identifie rien qui pourrait être la source d'un problème et expliquer cette dépression, ben c'est un phénomène essentiellement physiologique ou psychophysiologique qui fait que si je ne règle pas par des antidépresseurs ce que je suis en train de vivre, ben on aura beaucoup de mal à me relever. Pire que ça, on risque d'aggraver la situation. C'est l'image du ballon crevé que vous cherchez à tout prix à faire rebondir. Allez, rebondis, vas-y, ces petites phrases qui sont terriblement nuisibles et qui sont des phrases que dans nos sociétés on entend énormément. Sois parfait. Le perfectionnisme, c'est à la base, effectivement, de beaucoup d'usures à un moment donné, liées au fait que je me sens surmené parce que, non pas parce que j'ai une tâche excessive, mais parce que la représentation que je me fais de ce que je dois accomplir, eh bien, c'est lié à une forme de perfection. Sois parfait, sois fort, c'est-à-dire ne manifeste pas tes émotions, fais un effort, c'est-à-dire garde ta motivation. Ce sont toutes les petites phrases qu'on a parfois à l'intérieur de nous, c'est parfois même pas répété par l'organisme, c'est parfois quelque chose qu'on a intégré soi-même, qui vont créer ces trois types de burn-out dont on parle, qui vont être accélérés alors par dépêche-toi. Et là, vous aurez effectivement un mécanisme qui va encore amplifier le burn-out ou satisfait les autres et ne tient plus compte de ce que tu vis toi. Ça, ce sont des mécanismes, des petites phrases aggravantes du processus complet. Et justement, vous parliez de la société. La société dans laquelle on évolue favorise-t-elle le développement du burn-out ? Alors très clairement, et pas nécessairement le surmenage. On sait qu'effectivement, il y a des campagnes de promotion de bien-être qui font qu'on est mieux capable de répartir le travail à l'intérieur des équipes. Tout ça, objectivement, se met en place, mais subjectivement, la pression identitaire est devenue massive sur chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement être quelqu'un, on doit être quelqu'un qui vit des choses intéressantes, en gros, c'est-à-dire quelqu'un qui développe ce qu'on appelle un soi. On parle de fatigue d'être soi, de n'être que soi, parce qu'on n'arrête pas de nous montrer des images de gens performants, de gens qui se réalisent, qui font des choses super intéressantes. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, on a l'impression que le bonheur, c'est surtout le bonheur des autres. Tous les couples qui se montrent, c'est des couples parfaitement heureux, en train de visiter des pays où visiblement il y a toujours du soleil. Moi, je rêve d'un selfie un jour de pluie devant un paysage pourri. Et ils sont très rares. Et pourtant, ça nous ferait beaucoup de bien de voir que les autres aussi ont de la pluie, que les autres aussi font parfois des voyages pourris, que les couples, c'est pas une image figée, c'est toute une histoire qui suppose que ça va parfois bien, parfois mieux, parfois moins bien. Mais cette forme de fatigue d'être soi, on la ressent à force d'être confrontés à l'image parfaite que les autres essayent de donner d'eux-mêmes. Et donc, il y a une énorme pression par rapport à ça. Également, une pression sur le plan émotionnel, quand on essaye de vous faire penser que vous devez vivre dans la joie continue, dans la satisfaction constante. Vous savez, tout ce que la pédagogie positive, dans sa version la plus simpliste, réductrice et, disons-le clairement, abominable, a diffusé comme message. Il faut être tout le temps content. Non, il est normal, et le monde de l'entreprise, une entreprise qui vous dirait, c'est pour ça que j'ai
beaucoup de mal avec la notion de bien-être. L'entreprise, tout comme l'école, tout comme la famille, n'est pas un lieu du bien-être permanent. Quand vous rentrez dans un espace social, quel qu'il soit, vous serez parfois triste, vous serez parfois en colère, vous aurez parfois peur et vous vivrez des expériences de dégoût. Vous allez mobiliser l'ensemble de la palette de vos émotions. Et parce que certains ont l'impression que ça ne peut pas être le cas, parce qu'on leur a vendu l'idée de la joie continue, du bien-être permanent, il y a un petit exercice que je fais très souvent avec les personnes, mais je vais le faire avec vous. Sur une palette, sur une échelle de bonheur, entre 0 et 10, vous vous mettez où? 7,5. Bougez plus, vous avez le chiffre parfait. 7, c'est le chiffre parfait, c'est le chiffre du bonheur serein. C'est celui qui permet d'aller simplement bien. C'est ce qu'on fait quand on demande à quelqu'un comment tu vas, bien, et toi? 7. Mais on a longtemps cru, et beaucoup de personnes ont cru qu'il fallait 9 ou 10. Or, pour avoir 9 ou 10, soit vous devez être amoureux ou amoureuse, le plus beau moment pathologique d'un être humain normal, soit obtenir une satisfaction attendue depuis longtemps, mais qui n'est pas amenée à durer. Et donc, le principe, c'est de maintenir le bien-être à un niveau de bonheur serein qui est 7. Et là, on va laisser place à toute la palette des émotions et les personnes ne risquent pas de surcharger émotionnellement leurs ambitions en disant je dois toujours être à un niveau de joie continue, de satisfaction constante et de contentement permanent. Sinon, c'est le creuset effectivement des burn-out émotionnels. Et donc le burn-out identitaire, la fatigue d'être soi, le burn-out émotionnel, l'idée de devoir toujours être dans la joie continue, et le burn-out motivationnel, celui qui va être mis en cause dès que j'aurai une confusion entre le rôle, qu'est-ce qui est attendu de moi, ma fonction, qu'est-ce qu'on souhaite que je fasse, et le statut, qu'est-ce qu'on me donne comme costume pour réaliser tout ça. Et ça doit me permettre de réaliser une action à laquelle je crois, au moins partiellement, parce que je l'intègre dans une totalité à laquelle je crois. Et la motivation, c'est pas le fait de se lever le matin pour travailler, pour avoir un emploi, pour avoir un salaire, etc. C'est je vais faire quelque chose et je vais participer à quelque chose qui m'intéresse. Ça, c'est vraiment important quand ça craque de ce point de vue-là, parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et il y a des secteurs qui sont particulièrement en danger. Le secteur de la finance, le secteur de l'éducation, tous les secteurs dans lesquels, si le sens est un peu désinvesti ou remis en question, vous risquez à un moment donné de craquer. Et c'est important, dans ces cas-là, de se dire, attention, si sur le plan motivationnel, ça ne va pas bien, il faut au moins que sur le plan identitaire et sur le plan émotionnel, je vive bien les choses. On peut aussi travailler avec des vases communicants quand on est face à un burn-out. Vous n'allez pas créer du sens là où la personne ne le perçoit plus. Moi, j'ai parfois des personnes qui me disent, je travaille dans le secteur bancaire, on me demande de faire des assurances, de multiplier les adhésions de personnes qui n'ont pas réellement besoin de cette assurance, mais que je dois convaincre qu'ils ont réellement besoin. Ça met en cause mon système de valeurs, ça met en cause effectivement qui je pense être en termes de valeurs. Et même quand on m'explique que je fais partie d'un grand tout, qui est une banque effectivement ouverte sur l'avenir, etc., eh bien, ça crée chez moi des tensions. OK. Alors là, on est dans une source de stress, ce que vous avez très bien identifié à l'origine de l'exposé, et il va falloir vérifier, est-ce que vous voulez rester à l'intérieur? Est-ce que vous quittez le système? Mais en tout cas, où est-ce que vous y restez inerte? Et on le voit de plus en plus, c'est des personnes qui disent « Ok, je travaille, mais je ne suis pas complice parce que je ne vais pas au-delà de ce qui m'est demandé et je ne vais pas essayer d'être performant. » C'est une façon de rester inerte à l'intérieur d'un système. Ce sont des stratégies qui permettent de prévenir le burn-out dans certains cas, mais elles ne sont pas productives pour l'employeur. Il y en a deux autres, la fuite, aller chercher un boulot ailleurs, ou l'attaque. Ok, j'y suis, j'y reste. Et si je reste, à ce moment-là, je dois compenser par les deux autres sources, c'est-à-dire il faut que sur le plan identitaire, j'y trouve mon compte, ou sur le plan émotionnel. C'est pour ça, par exemple, que vous avez de plus en plus de team building à l'intérieur des entreprises. Lorsque le burn-out motivationnel est menacé, on va créer des émotions positives, on va faire en sorte que le vivre ensemble soit mieux stimulé, et vous aurez à ce moment-là des compensations qui permettront d'éviter le burn-out global. Vous aurez juste à veiller, à rester dans un système, mais il y a une stratégie qui est possible, c'est celle qu'on appelle la lucidité souriante. Vous savez que vous n'êtes pas dans un espace avec lequel vous partagez l'ensemble des valeurs. Mais vous y restez quand même parce que vous êtes capable de le reconnaître.
d'en sourire et de continuer à fonctionner à l'intérieur de ce système. D'accord. Et justement, vous parliez de team building. En tant que RH, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes des ressources humaines, des personnes de services formation qui nous écoutent, qui se sont connectées. Donc, en tant que RH, quelles actions concrètes est-il possible de mettre en place pour prévenir justement les burn-out au sein de son entreprise? Alors, aider les personnes à être le plus lucide possible par rapport à ce qu'elles sont en train de vivre au niveau de leur identité, au niveau de leur motivation et de leur mobilisation et au niveau de leurs émotions. C'est vraiment important de faire la part des choses parce que le gros problème, c'est que très souvent, quand vous êtes attaché au développement des personnes, ils ont tendance à venir vous dire « j'ai un problème » et ils en font un gros sac et mélangent tout. Première attente d'une personne qui vient voir un professionnel, quelqu'un qui est chargé des ressources humaines. Et j'ai toujours beaucoup aimé ce terme. Les ressources humaines, c'est une capacité d'aller chercher ce qui fonctionne encore chez un individu et d'éviter que ce qui fonctionne moins bien finisse par grever l'ensemble en l'empêchant d'avancer. Et donc, on va aller chercher vos ressources. Il y a des ressources émotionnelles, il y a des ressources identitaires et il y a des ressources motivationnelles. On va aller chercher ces différentes ressources. Il y a aussi des freins, on va les identifier pour qu'avec vos ressources, vous soyez capable de maîtriser ces freins. Là, la personne qui est chargée de ces ressources humaines, et il faut aussi alors à ce moment-là être attentif non pas seulement à la gestion des ressources humaines, mais à une gestion humaine des ressources. Un individu dans une entreprise, c'est une ressource. La première chose qu'il attend, c'est qu'on se comporte humainement avec lui. Donc, c'est pour ça qu'on parle de gestion humaine des ressources. S'il a l'impression de n'être qu'un rouage de l'entreprise et que, en tant que gestionnaire des ressources de l'entreprise, vous voulez juste faire fonctionner ce rouage, ça ne marchera pas. Il aura besoin d'avoir face à lui quelqu'un qui intervient humainement, c'est ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on parle de gestion humaine des ressources, c'est-à-dire qu'il va aussi parler des émotions, qui va aussi manifester des émotions, qui va aussi, à un moment donné, appuyer sur tous les éléments qui font que celui qu'il a en face de lui, c'est un être humain. Votre identité professionnelle, c'est une chose, mais votre identité globale, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? Est-ce qu'il y a des ressources à l'extérieur de l'entreprise? C'est ce qui fait la différence aussi entre un gestionnaire humain des ressources humaines, c'est-à-dire quelqu'un qui va aussi vous dire « et dans votre vie de tous les jours ». Ça va? Ça marche bien? Vous vous sentez reconnu? C'est vrai que vous avez des petites difficultés pour le moment à vous sentir considéré dans l'entreprise. Mais est-ce que vous avez des mouvements de balancier ou est-ce qu'au contraire, le fait de vous sentir déconsidéré dans l'entreprise, eh bien, ça vous amène aussi à vous sentir déconsidéré par votre conjoint, par vos enfants, par l'ensemble, parce que l'estime de soi a été perturbée. Le problème du déficit, par exemple, de reconnaissance, qui est très fréquemment mis en place, je ne me sens pas reconnu en termes de compétences. Le problème n'est pas seulement la reconnaissance des compétences, et si vous êtes un gestionnaire des ressources humaines et que vous vous contentez de dire « mais non, vous êtes compétent, vous êtes le meilleur, etc. », vous allez faire ce qu'on fait quand on gonfle des pneus crevés. Si vous gonflez le pneu crevé sans réparer le pneu, il va sortir de votre bureau. Ah, je me sens mieux. Cette personne a dit que j'étais bon, que j'étais plein de qualités, etc. Waouh, je me sens galvanisé. Et puis, vous allez sortir et puis ça va recommencer puisque forcément, on n'a pas réparé la fuite. Vous revenez après voir cette personne, vous attendez qu'elle regonfle le pneu. Et elle va le faire 2 ou 3 fois, elle va s'épuiser en même temps que vous pour avoir à un moment donné, artificiellement, maintenu à niveau une confiance en soi qui n'est pas reliée par une estime de soi suffisamment stable. Une estime de soi, et là, il faut être très attentif sur le fait que là aussi, on travaille sur un concept, donc une construction mentale. L'estime de soi, c'est en même temps l'amour de soi, la connaissance de soi et l'image de soi. Et il faut pouvoir repérer où ça c'est en train de flancher. Si c'est le sentiment de compétence, la connaissance de soi, dites-moi ce que vous savez faire. Dites-moi ce que vous ne savez pas faire, ce que vous ne savez pas faire, que vous acceptez de retravailler, ce que vous ne savez pas faire et que de toute façon, vous ne souhaitez pas travailler. Ce qu'on appelle le plafond de Peter, contre lequel plein de gens viennent se casser la tête parce qu'ils ont l'impression d'avoir un rôle, une fonction qui dépasse leur niveau de compétence. C'est important de l'identifier avec la personne. Qu'est-ce que vous estimez savoir faire? Là, on est dans la connaissance de soi. Qu'est-ce que, effectivement, au niveau de l'amour de soi, comment vous vous sentez apprécié, affectivement et effectivement? Parce que, vous savez, on a fini l'entreprise, c'est une grande famille. On n'est plus dans ces côtés paternalistes où le chef d'entreprise, c'est papa, et il distribue l'affection à l'ensemble de ses employés. On n'est plus comme ça, mais il n'en reste pas moins que l'entreprise reste un lieu
où on demande aussi des considérations affectives. J'ai besoin d'être identifié, mais aussi identisé, qu'on me parle parfois sans être intrusif, sans être inconvenant, sans avoir de comportement inapproprié, de ce que je suis et de l'image que je véhicule. Et donc le troisième pilier, c'est l'image de soi. Comment pensez-vous que vous êtes perçu? On n'imagine pas le nombre de personnes qui craquent sur le plan de l'estime d'eux-mêmes, non pas par la connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes et même l'image qu'ils véhiculent, mais par la réputation qu'ils doivent supporter. Qu'est-ce que les autres disent de moi quand je ne suis pas là? Ça, c'est une question qu'une personne des ressources humaines doit être en mesure de poser à la personne qu'elle a en face de lui. Comment imaginez-vous qu'on parle de vous quand vous n'êtes pas là? Parce que ça permet de mettre en jeu cette réputation qui est la partie sournoise de l'image de soi. C'est par là qu'on est attaqué, alors même que devant vous, les gens vous donnent l'impression que votre image est tout à fait positive. Derrière vous, vous traînez une réputation qui fait que vous percevez qu'il y a quelque chose qui est en train de vous user de l'intérieur. Ce sont toutes ces stratégies, l'estime de soi, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence collective, qu'on doit mettre en mouvement au sein des entreprises si on veut un style managérial qui correspond aux qualités qui sont réclamées actuellement. Il faut savoir qu'on a fini avec l'entreprise qui multiplie ce qu'on appelle les petits chefs, c'est-à-dire des chefs non empathiques. Un chef non empathique, un petit chef, c'est quelqu'un qui très très vite d'ailleurs va avoir des difficultés à se développer. Un leader, c'est un chef empathique. C'est le capitaine d'une équipe de foot qui est attentif aux signes de détresse des uns et des autres, qui vient encourager celui qui vient de faire une erreur, etc., parce qu'il manifeste de l'empathie. Le capitaine de foot qui réagit en petit chef, c'est celui qui n'arrête pas de hurler sur ceux qui sont en difficulté et qui augmente les difficultés de ces personnes. Ok, très bien. Et je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat de Nouria. Bonjour, merci pour ce webinaire. Est-ce que la surcharge émotionnelle est différente du burn-out émotionnel d'un point de vue du diagnostic et de la prise en charge? Alors, c'est une très, très belle question qui explique justement que on a bien compris l'idée. On peut très bien vivre des surcharges. Vous avez parlé du stress tout à l'heure. Il y a des personnes stressées qui le vivent très, très bien. Le surmenage, c'est le vécu difficile d'un stress excessif. Même chose sur le plan émotionnel. Et donc, c'est pour ça, par exemple, il faut absolument éviter de faire de l'hypersensibilité un problème. Vous avez des personnes de plus en plus qui ont l'impression d'être malades parce qu'elles seraient hypersensibles. On n'est pas malade quand on est hypersensible et on est dans une société qui malheureusement valorise l'hyposensibilité et dévalorise l'hypersensibilité. Il suffit de regarder une série comme les Peaky Blinders et on va comprendre tout à fait ce mécanisme où vous avez un groupe de personnes, et généralement une personne qui est le leader, qui, parce qu'il a une puissance démesurée, un pouvoir absolu et une autorité incontestée sur un territoire déterminé, peut se permettre tout parce qu'il est hyposensible. Et on en fait un héros absolu. Évidemment que c'est un modèle inverse de celui qu'on doit valoriser dans la société. Si vous avez tendance, ou si on a tendance à vous désigné comme hypersensible, n'en faites surtout pas une maladie. Vous êtes probablement normalement sensible dans un monde qui génère des émotions anormales. Et donc la sensibilité, elle doit être préservée. C'est d'ailleurs un des signes de burn-out émotionnel les plus massifs, c'est le fait que vous rentriez dans une forme de diminution de l'empathie et une forme d'apathie, c'est-à-dire je ne ressens plus rien, et je ne perçois plus les émotions qui sont provoquées chez les autres. Ce qu'on voit comme signe de burn-out très fréquent, c'est une personne qui se met à être cynique dans l'humour qu'elle utilise, alors que généralement, elle n'utilisait pas cette forme d'humour-là, parce qu'elle n'est pas sensible à ce qu'elle provoque chez les autres, et que sa façon de rester debout, c'est d'utiliser le cynisme, le sarcasme qui brise, l'ironie qui met à distance, la dérision qui rend tout petit, tous ces mécanismes qui font que l'autre, je ne tiens pas compte de ces émotions. Surtout, si vous voulez éviter le burn-out, préservez vos émotions, ne vous déclarez jamais hypersensible ou ce que la collègue qui pose la question appelle une surcharge émotionnelle. Cette surcharge émotionnelle, si elle n'est pas problématique pour vous, elle n'est pas problématique, un point c'est tout. Le principe, c'est est-ce que je craque sous ce poids des émotions parce que ils me deviennent insupportables et que je finis soit par me dire il faut que je n'éprouve plus d'émotions ou il faut que je ne reconnaisse plus les émotions des autres. Et donc, le fait d'être dans une forme de retrait émotionnel, ça, c'est
effectivement très négatif, ou dans un fait de négation des émotions des autres, avec un discours qui finalement privilégierait en permanence une absence d'empathie. Et justement, donc vous parliez du cynisme. On a Sophie qui nous pose la question dans le chat, à partir de quand considère-t-on qu'un symptôme est grave et comment le repérer chez son collègue, chez sa collègue? Est-ce qu'à part le cynisme, le manque d'empathie, il y a d'autres symptômes graves qui peuvent amener au burn-out, et comment aider, comment accompagner son ou sa collègue à son niveau si l'on repère ces signaux? Alors, toujours considérer qu'un burn-out, c'est un phénomène essentiellement subjectif. Il est lié à un ensemble d'émotions que je vis, à une perception de mon identité ou à un système de motivation qui se met plus en mouvement. Et c'est toujours l'individu qui, parfois, de manière moins consciente, c'est pour ça qu'il faut juste éclairer sa lucidité, il vaut beaucoup mieux poser des questions. Tiens, j'ai l'impression que tu fais preuve de cynisme maintenant, que tu es moins attentif aux émotions des autres qu'avant, plutôt que comme une affirmation. Toi, tu fais un burn-out. Là, effectivement, vous risquez d'avoir des retraits parce qu'on n'est pas, en utilisant le mot symptôme, par exemple, vous êtes clairement dans le modèle médical qui a posé quand même beaucoup de questions sur le plan du burn-out parce qu'on avait l'impression que c'était un diagnostic qui était fait de l'extérieur par quelqu'un qui fait un examen, c'est-à-dire qui a autorité pour déterminer si oui ou non vous faites un burn-out. Alors même qu'on est dans quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du développement individuel qui permet de dire là, j'ai des difficultés sur le plan de mon développement identitaire, sur le plan d'émotions qui finissent par créer chez moi des sentiments qui me rendent le monde invivable. Et toujours bien garder en tête que chez un être humain, il n'y a qu'une seule chose qui ne se conteste jamais, c'est son émotion. Si vous me dites que vous êtes triste, si vous me dites que vous êtes en colère, si vous me dites que vous avez peur, je n'ai pas à diminuer l'intensité de cette émotion en vous disant « mais vous ne devez pas avoir aussi peur que ça » ou à rendre cette émotion illégitime. Une opinion se discute, un avis évidemment se partage et il est forcément différent en fonction du point de vue que l'on a, mais une émotion, elle se dit, elle ne se contredit pas. C'est pour ça que c'est vraiment important, plutôt que de lancer tout de suite des bouées vers un diagnostic, je vais dire, objectif, de demander, mais tu es triste, tu es en colère, tu as peur, quelles sont les émotions que tu es en train de vivre pour le moment? Et parce que là, on va être dans la vérité subjective de l'individu, avec toujours le souci, et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels des ressources humaines, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas trop proches. Le collègue, c'est déjà quelqu'un qui est très proche. Le conjoint, la meilleure amie, ça, c'est une proximité excessive. Vous allez voir un petit mécanisme qui est systématique. Quand on est proche de quelqu'un, si imaginez que vous êtes face à votre meilleure amie qui vous dit qu'elle est triste. Vous allez voir que vous aurez un petit mécanisme qui va se mettre en route très très vite. Vous allez lui dire, mais sois pas si triste, tu sais. Tu as plein de raisons d'être contente et les raisons de ta tristesse sont pas aussi graves que ce que tu imagines. On le fait tous, c'est-à-dire qu'on diminue l'intensité et on diminue la légitimité de l'émotion. C'est normal, c'est une proche. Donc on craint la contagion émotionnelle, alors que si vous n'êtes pas proche, si vous êtes dans une posture professionnelle, vous allez dire vous êtes triste, vous avez bien raison d'être triste puisque vous avez vos raisons d'être triste. Dites-moi pourquoi vous êtes triste. C'est pour ça que parfois, la posture amicale du collègue, c'est d'aller orienter vers quelqu'un qui va être capable de contenir cette tristesse, cette peur, cette colère, plutôt que d'essayer de la prendre en charge. Reconnaître à l'autre, ça c'est le point de base, le droit qu'il a de vivre des émotions sans qu'elles soient contestées dans leur intensité et leur légitimité. Ça, c'est la posture de base. Après, soit je me sens capable de recevoir ces émotions et de les entendre, ou bien je risque à un moment donné la contagion émotionnelle, je risque de m'opposer à ces émotions, et là, il vaut mieux que tu en parles ailleurs, parce qu'il faut que quelqu'un puisse entendre ces mécanismes-là. Même chose sur le plan de l'identité. Si votre meilleur ami vous dit « je me sens nul », votre réflexe va dire « mais non, t'es pas nul ». C'est inévitable. On va essayer de rehausser l'identité. Un professionnel va dire « expliquez-moi pourquoi vous vous sentez nul ». Et donc, il va accepter l'idée que vous vous percevez comme quelqu'un dont l'estime de soi s'est complètement détériorée. Et le réflexe, malheureusement, de quelqu'un qui a une estime de lui-même détériorée, c'est pas seulement qu'il s'est affaissé sur le plan de l'image qu'il a de lui-même, c'est qu'il va de moins en moins oser agir, et que quand il agit et qu'il échoue, il va généraliser en disant « je ferais mieux de pas agir, hein. Chaque fois que je fais quelque chose, ça devient une catastrophe ». Et donc, il faut avoir des cercles vertueux de bonne estime de soi. Ça, ce sont des techniques qu'en ressources humaines, on doit pouvoir utiliser. Ne pas rehausser l'estime de soi
en faisant comme si c'était uniquement de la confiance en soi qu'on doit rebootser, mais initier des cercles vertueux de bonne estime de soi, c'est-à-dire que la personne ose agir dans des domaines qui sont parfois pas ses domaines de compétences, mais qui va multiplier la probabilité d'avoir des réussites qui vont nourrir l'estime de soi et qui permettront, en cas d'échec, de relativiser, parce que j'ai réussi d'autres choses, puisque plus vous faites des choses, plus vous multipliez la probabilité de réussir ces choses. D'accord. Et du coup, donc là, on a vu le point de vue. Donc, si on devait résumer en tant que collègue, si je perçois qu'un de mes collègues est en train de vivre un burn-out, il ne faut pas que je sois dans le jugement, il faut que je comprenne les émotions et il faut que je redirige vers une personne gestionnaire des ressources humaines qui sera un petit peu plus lointaine et qui pourra davantage aiguiller mon collègue. Et parlons, voilà, donc là, on a vu les signes avant-coureurs, on a vu les différentes formes de burn-out et comment, en tant que personne gestionnaire des ressources humaines, on accueille un collègue qui revient au travail après un burn-out. Comment faire en sorte qu'il soit bien réintégré dans l'équipe auprès de ses collègues? Est-ce que vous avez des exemples concrets peut-être de choses? Alors ça c'est vraiment la toute bonne question, parce que le gros problème, c'est les retours précoces dans un environnement inchangé. Si vous revenez à un burn-out, c'est une métaphore qui dit que vous avez brûlé. Si je vous retire d'un incendie et puis que je vous reprécipite dans la maison alors que le feu est toujours présent, parce qu'on n'a rien changé, eh bien on n'arrivera pas effectivement. Et on risque à ce moment-là d'avoir des phénomènes qu'on constate très souvent, des rechutes de personnes qui se disent « je suis revenu trop tôt ». Et donc, c'est pas possible. Et donc, il y a deux façons chez un être humain de changer ou de créer ce qu'on appelle des métamorphoses. Pas des changements. Vous pouvez pas changer l'entreprise. Elle est ce qu'elle est. Elle va généralement continuer à fonctionner comme elle est. Et en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous pouvez difficilement agir sur la façon dont l'entreprise va continuer à fonctionner. Mais vous pouvez agir sur la façon dont la personne se représente ce fonctionnement et surtout dont elle se représente elle-même à l'intérieur de ce fonctionnement. C'est là-dessus qu'on peut le plus agir, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé dans la vision que tu as de ton rôle, de ta fonction, de ton statut. Et là, il faut absolument éviter de demander aux personnes de prendre du recul. C'est un réflexe qu'on a malheureusement. Reprends du recul. La personne qui est déjà en difficulté sur le plan des questions qu'elle se pose par rapport à la place qu'elle a dans une structure, chaque fois qu'on lui parle de recul, elle se dit ceux-là, ils sont en train d'essayer de m'évacuer. Et donc la prise de recul, elle est très mal vécue. Ou l'injonction ou la recommandation de prendre du recul, va à la pêche, t'occupes plus trop de... Allez, tu t'en vas, t'es en burn-out, occupe-toi et pense à autre chose. C'est une injonction paradoxale. On sait que si la personne vient de brûler, ben elle va penser à cet incendie. Elle va penser à son retour, au retour. Et donc, on va dire, on va pas prendre du recul, on va prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on va se mettre maintenant en mesure d'analyser ce que tu vis et la manière dont, dans une entreprise dans laquelle tout ne brûle pas, si vous êtes gestionnaire des ressources humaines et que vous avez vous-même l'impression que votre entreprise brûle, à ce moment-là, arrêtez votre fonction, votre rôle et votre statut parce que vous n'arriverez pas à le tenir. Vous devez comprendre effectivement les imperfections de votre entreprise, ça c'est impératif, mais pas imaginer que c'est un endroit où ça brûle. Et donc, on va prendre de la hauteur ensemble pour analyser, faire ce qu'on appelle, mettre en place ce qu'on appelle la conscience réflexive pour analyser autrement ce que tu vis, en changeant de point de vue, en analysant autrement, en vérifiant comment ton identité qui a été mise à mal, si c'est un burn-out identitaire, à l'intérieur du fonctionnement de l'entreprise, eh bien, on va la retravailler autrement avec d'autres ressources. Quelles sont tes ressources internes, tes ressources externes, pour éviter que de nouveau tu aies des blessures d'estime de toi-même. Si c'est sur le plan émotionnel, par exemple, des conflits avec les collègues, un esprit d'équipe qui est difficile à supporter. Je vais devoir revenir à l'intérieur d'une équipe dans laquelle je sens que sur le plan affectif, il y a des tas de gens qui préféraient que je me soumette ou que je me démette. Donc, je suis soumis, par exemple, à une forme que je vais qualifier de harcèlement, même si j'ose pas utiliser le terme, parce que je sais que si j'utilise le terme, on va m'envoyer dans des plaintes juridiques que je ne suis pas en mesure d'assumer. Et donc, c'est important de dire le mal-être émotionnel ne signifie pas harcèlement, mais signifie un vécu. Un vécu, par exemple, et ça c'est vraiment important, il y a des entreprises dans lesquelles on a mis en place ce modèle et ça fonctionne très très bien, des modèles qui permettent de repérer les comportements vécus émotionnellement comme difficiles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les comportements inacceptables. Si vous vivez par exemple le fait que
un membre du personnel, qu'il soit supérieur hiérarchique ou un collègue, a par rapport à vous des comportements intrusifs. C'est-à-dire, en gros, par exemple, il plonge dans votre décolleté en permanence et vous avez ce sentiment que ça vous met très mal à l'aise. Si je n'ai pas une manière d'accepter votre émotion, de l'accueillir pour ce qu'elle est, sans faire une enquête, je vais dire une émotion se dit, ne se contredit pas. Et donc, je vais faire un recadrage ou organiser un recadrage souple par rapport à cette personne qui provoque chez vous ces émotions. Et vous savez que dans plus de 95% des cas, le recadrage souple suffit. On dit simplement à la personne qui provoque l'émotion, on te dit juste que tu provoques une émotion un peu compliquée chez la personne, mais on a confiance en toi, on sait que tu vas en tenir compte. Et donc, quand une personne dit « moi, je suis en colère parce qu'on plonge dans mon décolleté », on ne fait pas une enquête, on fait un recadrage souple. Si le recadrage souple n'est pas efficace, mais il l'est dans l'immense majorité des cas, on fait un recadrage ferme. Une personne qui dit « moi, je suis en colère parce qu'on m'appelle ma petite chérie ». Et ma petite chérie, je veux bien qu'on dise ça dans ma vie privée, mais pas sur l'espace professionnel. C'est un comportement qui est vécu comme inapproprié. Et je suis dégoûté par toutes les blagues salaces qu'il y a dans le service. Le comportement est vécu comme inconvenant. Inconvenant, inapproprié, intrusif, ce sont les comportements inacceptables. Et donc, on peut les contrôler dans une entreprise quand on a un dispositif qui permet de le faire. Si chaque fois que j'évoque un comportement que je vis comme inapproprié, intrusif ou inconvenant, je me rends compte que je déclenche une enquête objective qui risque de ne pas aboutir au résultat que je souhaite, eh bien, je vais vivre effectivement ce burn-out émotionnel comme quelque chose qui ne trouve pas de voie de résolution et je reviens dans un espace dans lequel le feu risque de reprendre très vite. Si on me dit par contre ne t'inquiète pas, on a fait un recadrage souple et il n'y aura plus de soucis. S'il devait y avoir des soucis, tu en reparles, on fera un recadrage plus ferme. Eh bien, l'entreprise, à ce moment-là, est apte à recevoir la personne parce qu'il y a une prise en charge de ce burn-out émotionnel parce qu'on a tenu compte que ces émotions étaient effectives. Et sur le plan motivationnel, on va t'expliquer un petit peu mieux le rôle, la fonction et le statut qu'on te donne pour réaliser l'un et l'autre, de façon à ce que tu aies un sentiment de cohérence par rapport aux trois et que ce sentiment de cohérence te donne l'impression de participer à une action collective dans laquelle tu trouves ta place. D'accord, donc finalement, effectivement, pour un salarié qui reviendrait d'un burn-out, l'entreprise se doit, et les personnes du service des ressources humaines, d'accueillir le collaborateur pour que l'entreprise également puisse être apte à accueillir de nouveau ce collaborateur. On arrive maintenant voilà, à la fin de notre échange et de ce webinaire. Un grand merci Bruno pour tous ces éclairages. Effectivement, c'est un sujet grandissant, c'est un sujet très important. Voilà, et on espère que les conseils, en tout cas ce que nous a apporté l'expert aujourd'hui, pourra vous aider davantage à mettre en place ces mécanismes au sein de votre entreprise et auprès de vos collaborateurs. Sachez que Bruno intervient aussi dans plusieurs des formations avec Good Habits, comme on le disait au début de l'échange, donc le burn-out, mais aussi la résilience, gérer et prévenir l'agression, le harcèlement au travail, voilà des thématiques qui sont sensiblement liées. Voilà, donc ce que je vous invite à faire pour les participants qui ne seraient pas encore clients, vous pouvez demander à notre équipe un accès d'essai gratuit de 14 jours. Donc, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. On va vous partager le lien d'ici peu. Bruno, merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à retrouver donc Bruno Humbeck qui a réalisé des ouvrages et qui est à Mons en Belgique. On est très fiers et très heureux d'avoir été présents avec vous aujourd'hui. Merci pour tous ces précieux conseils et merci à tous d'avoir été présents et à bientôt avec Good Habits. À bientôt. À tous. Au revoir. Au revoir à tous.